mathématicien, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, directeur de recherche émérite au CNRS, il publie Ma petite histoire des nombres, une contribution ludique pour réconcilier certains avec les mathématiques. C'est aussi l'occasion de s'y remettre. Ça apparaît chez Odile Jacob. Bonjour Étienne Gis. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour parler mathématiques, mais avec le sourire. Vous avez d'ailleurs un sourire en coin. Vous avez l'œil qui frise là déjà. C'est gentil de me dire ça. 33 000 Français ont été interrogés sur leur rapport aux mathématiques tout récemment par le CNRS et l'Institut national des sciences mathématiques. Le résultat de l'enquête sera décortiqué et mieux connu à l'automne, mais il ressort déjà que cette consultation citoyenne fait jaillir quelques mots qui s'imposent quand on parle de mathématiques. Je vous en donne quelques-uns. La logique, le calcul, évidemment, le raisonnement, mais également la peur, l'angoisse, c'est difficile. Néanmoins, et j'en termine, 40% des répondants indiquent qu'ils seraient partants pour refaire des mathématiques comme on prend un cours de cuisine. Est-ce que ça vous inspire ? Oui, tout à fait, parce que c'est qu'on peut tout recommencer à zéro, de manière plus gentille, moins catastrophique. Je veux dire, c'est vrai qu'on a beaucoup d'entre nous, pas moi, parce que je suis mathématicien, mais peut-être vous d'ailleurs, on a des souvenirs un peu douloureux de l'école. C'est vrai que l'angoisse vient plutôt des maths au départ, quand on consulte les souvenirs de la petite enfance, que de la lecture. Encore que, il y a des gens que la lecture rebutait et que les chiffres attiraient. Comment vous expliquez finalement ? C'est naturel, c'est une question de culture, c'est une question d'inné, d'acquis. On n'est pas tous les mêmes face à des chiffres et des nombres. Il y a une chose qui m'intéresse vis-à-vis des maths, c'est que la plupart des gens disent « Moi, j'ai toujours été nul en maths, j'ai absolument rien appris en maths, je ne dis jamais les maths ». Moi, je leur dis souvent, c'est un peu comme la lecture, justement. Quand on est petit, on bute sur les mots, on a du mal à apprendre. Et puis finalement, tout le monde, plus ou moins, arrive à lire. Et quand on sait lire, on a oublié qu'on a appris à lire. On lit sans même y réfléchir. C'est devenu un réflexe. Et bien, de la même manière, si je vous dis 6 plus 5, vous savez que c'est 11. À peu près. Sans trop réfléchir. À peu près. Donc, il y a tout un paquet de choses qu'on a appris, de manière souvent douloureuse, qui sont rentrés dans votre tête, qui sont rentrés dans votre vie, dans votre culture, et qui sont devenus automatiques. Donc, quand on dit « j'ai rien appris en maths », c'est pas vrai. Il y a toujours des choses qui restent. Vous savez beaucoup de choses en maths. Étienne Gis, pour beaucoup de gens, quand on parle des maths, on parle calcul, algèbre, mais vous, votre dada, c'est la géométrie. Oui, tout à fait. Et c'est du dessin, là ? Alors, c'est intéressant, d'ailleurs, peut-être on parlera peut-être des filles et des garçons en maths. Il y a une expérience qui est assez classique. On demande dans une classe, on leur fait faire un exercice et on dit que c'est de la géométrie. Alors là, c'est les garçons qui gagnent, qui ont les meilleurs résultats. Et puis si on fait le même exercice et on dit c'est du dessin, alors là, c'est plutôt les filles. Alors, c'est très intéressant. On a mené une étude. Alors, c'est une question de conditionnement psychologique. Voilà. Enfin, évidemment, c'est le même exercice. C'est pas parce que les filles sont meilleures en géométrie et les garçons sont meilleurs en géométrie. C'est parce que dans l'imaginaire collectif, dans l'imaginaire social, on pense que les filles aiment bien dessiner. Et elle s'auto-persuade qu'elle dessine. On reparlera des filles et de l'accès des filles aux études scientifiques et mathématiques. On dit les Français fâchés avec les maths et on s'appuie pour cela sur les classements internationaux. En Europe, nous serions même bons derniers. Est-ce un constat que vous partagez ? Est-ce que la France n'est pas une nation mathématique ? Alors, j'ai envie de modérer un peu tout ça. D'abord, quand on dit que les Français sont les bons derniers, il faut savoir en quoi on compare des élèves au collège, au lycée, à l'université, dans le monde de la recherche. Ce sont des questions très très différentes. Si on regarde par dans le monde de la recherche, je le dis très fort à votre micro, la France est une grande nation mathématique au niveau recherche. Alors après, comment est-ce qu'on peut comparer un petit gamin français avec un petit gamin japonais ? Ils pensent pas de la même manière, ils parlent pas la même langue, ils ont pas les mêmes chiffres, ils ont pas la même culture. Donc je suis toujours un peu inquiet face à ces comparaisons de choses qui sont pas tout à fait comparables. D'accord, mais à la fin des fins, la table des 6, qui vous a donné du fil à retordre quand vous étiez petit, la table des 6, elle est la même pour un Japonais que pour un Français. Tout à fait, mais on ne l'apprend pas de la même manière, on ne l'apprend pas au même âge. En revanche, ce qui me semble beaucoup plus inquiétant, et là il y a des sources qui sont vraiment fiables, c'est en revanche, si on regarde
les résultats des tests pour des Français, au fil des ans, les mêmes tests pour les mêmes gamins qui ont 10 ans aujourd'hui et qui avaient 10 ans il y a 10 ans, alors là, on voit en effet une baisse de résultats. Donc là, je suis plus inquiet sur la baisse des résultats des Français. Le niveau baisse. Donc, Étienne Gis, vous rendez hommage au début de ce livre à Monsieur Achille. C'est dans votre introduction, le prof qui vous a donné le goût des maths. Qu'est-ce qu'il avait de différent, Monsieur Achille? Comment il a fait? Il y a un mot que j'aime bien employer en ce qui le concerne, c'est bienveillant. Ouais. Et je pense que c'était une qualité majeure pour un instituteur, un professeur des écoles, comme on dit aujourd'hui. De mon temps, on disait un instituteur. Il avait cette bienveillance, il était capable de parler, de conseiller aussi bien un petit Étienne qui était plutôt bon en maths que le dernier de la classe qu'il protégeait comme il le fallait. Les maths chez vous, c'était une génération spontanée? Vos parents étaient profs, pas profs? Pas du tout. C'est venu comme ça? Pas du tout. Alors, je raconte toujours, je sais pas si c'est du genre souvenir reconstruit, j'en sais rien, mais quand j'étais petit, j'étais un garçon très, très timide. J'avais pas de copains. Et en fait, les maths, pour moi, c'était un moyen de m'isoler. J'avais mon petit monde à moi. J'allais à la bibliothèque prendre des livres pour en savoir un peu plus que ce qu'on m'apprenait à l'école. Et j'avais mon espèce de tour d'ivoire autour de moi. Ce qui frappe dans votre livre, Étienne Gis, ma petite histoire des nombres, c'est que pour donner le goût des nombres, eh bien, il faut quand même raconter des histoires et savoir parler français. Et c'est votre cas. Vous racontez des histoires de chiffres, de numéros, de nombres. Et donc, il ne faut pas seulement être matheux pour s'intéresser aux maths. Ah non, bien sûr. Alors, on dit souvent, c'est partiellement vrai, que les maths sont un langage. Vous savez, il y a la belle phrase de Galilée qui disait que la nature s'écrit dans la langue des mathématiques. Et effectivement, les profs de maths le savent très bien, c'est que l'une des difficultés des élèves consiste à exprimer ce qu'ils souhaitent dire avec des mots, avec des verbes et avec des phrases cohérentes. Vous avez... D'ailleurs, je donne cet exemple dont j'en parle dans mon bouquin, je crois. Alors, c'est un peu plus tard, quand j'étais en première, une fois, il y avait un devoir à la maison. Et comme j'étais plutôt bon en maths, je me suis dit, tiens, je vais faire un truc très bien. Je vais rédiger mon devoir uniquement en formule. Pas un seul mot. Et j'étais très fier de moi. Mais le prof m'a appelé et il m'a dit, tu sais, quand on écrit, c'est parce qu'on veut être lu. Et donc, il faut que tu écrives dans une langue. Alors, tu peux l'écrire en anglais, en français, en chinois, si tu veux. Mais la prochaine fois, tu écriras dans une langue que je comprends. Et je crois que c'était un très bon conseil. Étienne Gis, vous en avez parlé, les filles et les garçons ne voient pas certains exercices de la même façon et peut-être certaines disciplines de la même façon. Les jeunes filles ont du mal à s'orienter vers les matières scientifiques. Ça englobe les mathématiques, mais aussi la physique et également l'informatique. C'est un vrai sujet. Est-ce que votre génération de mathématiciens n'a pas pris trop de place par rapport aux mathématiciennes? Bien sûr que oui. Alors, est-ce que la faute est sur ma profession? Est-ce qu'il faut la voir de manière plus globale? Est-ce que c'est une question plus de notre société? Les parents, à Noël, offrent plutôt des poupées aux filles et je suis le petit chimiste aux garçons. Oui, c'est un problème sérieux qui n'a pas qu'une seule cause, qui va être très compliqué à régler, mais il faut y travailler avec force. C'est un sujet que vous avez évoqué au cours de votre carrière, dont vous parlez à l'Académie des sciences. C'est préoccupant, sachant qu'on a des très bonnes mathématiciennes en France. Hein. Oui, bien sûr. Alors, c'est pas seulement les maths, c'est les sciences en général, mais plutôt les sciences du côté des maths, en effet. Je vous recommande chaleureusement la lecture d'un rapport de l'Académie des sciences que nous venons de publier il y a quelques mois. C'est qui concerne les femmes et les sciences. Voilà, les femmes et les sciences. Lundi, le président de la République et la présidente de la Commission européenne vont participer à une manifestation destinée à encourager les chercheurs à choisir l'Europe et la France, chercheurs étrangers, s'ils se sentent menacés dans leur liberté académique, éventuellement aux États-Unis, mais ça concerne le monde entier. Pensez-vous que cette initiative peut être utile ? Est-ce qu'on peut créer quasiment ex nihilo une génération de chercheurs additionnelle à celle que nous avons déjà en Europe? Alors, peut-être plusieurs choses qu'on peut dire là-dessus. D'abord, c'est que
c'est pas que les Américains. L'Argentine est dans une situation catastrophique, du point de vue des chercheurs en particulier, mais pour d'autres aspects aussi. C'est une première chose. Une deuxième chose, c'est qu'on regarde un peu l'histoire du monde. Il y a eu des grands bouleversements, par exemple, dans les années 30, où un grand nombre de mathématiciens allemands, scientifiques allemands, ont quitté l'Allemagne nazie pour aller aux États-Unis. Et aujourd'hui, les États-Unis empochent largement les bénéfices de cet investissement. De même, à la chute du mur, un grand nombre de mathématiciens ou scientifiques en général russes ont émigré. Donc ce sont des choses qui arrivent souvent dans l'histoire. À nous de le gérer convenablement. Il ne s'agit pas d'aller piller. Et les Américains, pour une raison très simple, d'ailleurs, on n'a pas les moyens financiers de le faire. Hein. Oui, il faut raison garder. C'est-à-dire que un chercheur américain dans une très grande école ou une très grande université américaine, il est généralement mieux payé qu'un chercheur français. Beaucoup mieux, oui. Il a des conditions de travail extraordinaires. Ce qui veut dire que on est dans des cas particuliers. Quels sont les retours que vous avez de vos homologues, de vos collègues universitaires ou chercheurs des États-Unis quand l'Europe annonce vouloir leur ouvrir ses portes, ils rigolent doucement ou ils disent « Ah ben merci, parce qu'on est un peu aux abois ». À vrai dire, ils sont un peu sidérés. Ouais. Et n'ont pas de réaction très très vive. Et puis d'autre part, il faut dire que ça dépend aussi beaucoup des disciplines. Ceux qui sont sous les projecteurs, ce sont plutôt les biologistes, les sciences humaines aussi, hein, et puis aussi les sciences du climat. Mes petits copains mathématiciens sont un peu à l'abri, on n'a qu'à dire. Hein. Donc c'est une question qui dépend beaucoup de la discipline. Qu'est-ce que ça va donner? J'en sais rien. Est-ce que notre président va trouver un gros paquet d'argent? Je l'espère sincèrement. D'un autre côté, récemment encore, le budget de la recherche a été amputé de 500 millions d'euros. Va-t-il trouver le poteau rose? On verra. C'est pas évident parce que j'ai lu quelque part que l'installation d'un chercheur dans des conditions de travail acceptables, de logement, d'environnement, on est proche du 1 million d'euros par personne. Oui. Alors il faut voir aussi, encore une fois, c'est une chose qu'il faut dire et répéter, c'est que les sciences sont diverses et qu'un biologiste a besoin de beaucoup plus de financement, parce qu'il a besoin de matériel qui coûte extrêmement cher, beaucoup plus qu'un mathématicien. Alors je ne vais pas caricaturer en disant moi j'ai juste besoin d'une feuille de papier et d'un crayon. Si je dis ça, tous mes collègues vont me critiquer, mais bien entendu les budgets sont très très différents. On parle matériel justement. Étienne Gis, vous revenez dans un chapitre de votre livre sur les machines qui ont aidé les hommes à calculer. Là, on commence avec le boulier et on termine avec la calculette japonaise qui a fait le bonheur des collégiens et des lycéens au début des années 80. Vous dites que c'est pas parce qu'il y a des calculatrices qu'on doit ignorer les tables de multiplication. Vous dites également que c'est pas parce qu'il y a le TGV qu'on n'a plus besoin de marcher à pied. Bien sûr. Très belle image. Comment l'intelligence artificielle impacte la recherche en mathématiques? Alors, j'ai combien de temps pour répondre à cette question? Vous avez tout le temps que vous voulez, jusqu'à 8h29. Il vous reste 1 minute. Alors moi, je trouve que c'est un nouvel outil qu'il faut manier avec précaution. Donc, par exemple, moi, j'utilise beaucoup... je peux utiliser l'intelligence artificielle pour me recommander des références que je ne connaissais pas. Par exemple, je peux demander à ChatGPT de me conseiller un article sur ce sujet. Il va aller chercher dans les banques de données des articles publiés, quelque chose qui pourrait m'intéresser. Vous avez testé une IA sur une équation ou il vaut mieux pas? Ça, il vaut mieux pas. Par contre, si on cherche des choses plus intelligentes, donc de me conseiller des lectures, avec plaisir. Mais des équations, comme vous dites, vaut mieux pas essayer parce qu'il va vous dire n'importe quoi. Étienne Gis, votre livre est truffé d'exercices, de réflexions, d'observations qui permettent de se familiariser ou de retrouver les mathématiques à côté desquelles on est passé. Un exercice là que vous conseilleriez à nos auditeurs pour s'y remettre? Alors, je vais pas vous donner un exercice, je vais vous poser une question. Oh là là. Et encore plus, c'est une question dont personne ne connaît la réponse. C'est ce qu'on appelle le problème de Syracuse. Alors, je vous explique, c'est très simple. Prenez un nombre entier, 5. Ouais. S'il est impair comme 5, vous le multipliez par 3 et vous rajoutez 1. 3 fois 5, 15 et 1, 16. Oui. S'il est pair, vous divisez par 2. 16 divisé par 2, ça fait 8. Oui. Et puis vous recommencez. 8 divisé par 2, 4, 2, 1. Eh bien, on pense, mais personne n'a réussi à le démontrer, que quel que soit le chiffre dont on part, tôt ou tard, on arrive à 1.
tôt ou tard, on arrive à 1. Par exemple, 3. Oui. 3 fois 3, 9 et 1, 10. Oui. Divisé par 2, 5. Oui. 3 fois 5, 15 et 1, 16. Oui. 8, 4, 2, 1. On revient toujours à 1. On arrive toujours à 1 et ça fait des lustres qu'on cherche à le démontrer. Et on n'y arrive pas. Peut-être qu'un de vos auditeurs trouvera la solution. On verra. Si vous avez la solution au problème posé par Étienne Gis, vous nous écrivez sur radioclassique.fr. Étienne Gis, ma petite histoire des nombres, c'est paru chez Odile Jacob. Monsieur le mathématicien, merci d'être venu parler aux auditeurs de Radio Classique. À suivre le rappel des titres. Merci, monsieur le journaliste.